Bonjour à toutes et à tous, notre 112e briefing. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes toujours aussi nombreux à la fois en direct mais aussi en replay. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à repasser le replay à toutes vos connaissances pour que la bonne parole soit portée urbi et orbi. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, beaucoup de densité dans les informations, dans les propos. On va commencer par Arnaud, qui nous va parler de politique intérieure et d'économie. C'est à toi. Merci Gilles, bonsoir à tous. Effectivement, une actualité somme toute assez dense, assez intéressante, dont je retiens en premier lieu l'entretien accordé par Vladimir Potanin à la chaîne RBK. Vous savez tous qui est Monsieur Potanin, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'oligarque historique des années 90, qui fut ministre de Boris Yeltsin, qui a joué un rôle majeur dans les privatisations, qui est à l'origine de la création du groupe minier Norilsk Nickel. Plus récemment, il a racheté, vous le savez, Rosbank à la Société Générale. Monsieur Potanin était sous sanctions britanniques depuis juin 2022. Il a fait l'objet de sanctions américaines SDN ainsi que sa famille ainsi que Rosbank et Interros Holding le 15 décembre dernier. L'entretien de M. Potanin est intéressant à maints égards, surtout parce qu'il se prononce sur les grands sujets d'actualité qu'on a abordés la semaine dernière, notamment ceux qu'on appelle les relocalisés, c'est-à-dire les ressortissants russes qui ont quitté le territoire national depuis le 24 février, et qui sont un vrai sujet de débat ici, qui font l'objet, on pourrait le dire, d'une forme de surenchère. Certains évoquent la confiscation de leurs biens, d'autres des déchéances de nationalité. Monsieur Potanin s'est exprimé de façon très claire et de façon assez, non pas inattendue, mais inhabituelle. C'est une petite musique qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'entendre dans le débat russe. Il a insisté sur le fait qu'il était inacceptable de confisquer leurs biens. Il est allé plus loin. Il a insisté sur le rôle très important pour l'économie russe des techniciens, des informaticiens, des jeunes ingénieurs qui ont quitté le pays. Et de façon très pragmatique, finalement, il a dit, si ces gens-là ne rentrent pas chez nous, si ces gens-là qui aujourd'hui continuent en réalité le plus souvent à travailler à distance pour des groupes russes, s'ils sont persécutés ou s'ils se sentent rejetés par la Russie, eh bien, ils iront travailler pour des entreprises occidentales. Un propos, encore une fois, assez courageux, me semble-t-il. Il s'est exprimé aussi sur les confiscations de biens d'entreprises étrangères en Russie, éventuellement en réponse à des mesures similaires que les Occidentaux pourraient prendre sur les actifs de la Banque centrale ou les actifs d'oligarques. Là aussi, M. Potanin a dit qu'il ne fallait surtout pas entrer dans ce jeu-là, que l'attractivité d'un pays dépendait du climat d'investissement et évidemment du rapport à la propriété privée. Et il suggère que les Russes soient plus attentifs à la propriété privée que les Occidentaux qui, en théorie, en sont un petit peu les inventeurs, ou en tout cas les protecteurs. Euh, donc, une tribune, enfin, non pas une tribune, un entretien télévisé intéressant, marquant par le fond du propos, mais aussi parce que c'est la première fois, mais je parle sous ton contrôle, Pavel, depuis avril, je crois, qu'un oligarque de premier plan s'exprime. Le dernier à le faire, je crois, était M. Deripaska. Il avait à l'époque publié plusieurs articles programmatiques sur ce qu'il fallait faire dans le nouveau contexte. Depuis lors, c'est le silence qui avait prévalu dans les rangs. Euh, alors, si les autres sujets d'actualité économique, quelques chiffres de façon traditionnelle, on ne peut pas vivre sans chiffres et parler d'économie sans chiffres. Une enquête d'opinion réalisée par l'Institut Romir en décembre auprès de 1500 personnes, auprès surtout de 4 groupes de population, 4 catégories d'âge. 18-19 ans, 20-37, 38-58 et les plus de 60 ans. Sur le ressenti
le ressenti socio-économique, le ressenti des situations personnelles. Il en ressort, entre autres, que les plus pessimistes, finalement, ce sont les plus actifs, ce qui n'est pas forcément très bon signe, c'est-à-dire les 38-58 ans. Ils sont 59% à se dire inquiets pour leur stabilité financière personnelle à long terme, et 54% disent être en moins bon état de santé physique et mentale qu'il y a un an. Autre enquête commandée par Prom-Sivasbank et réalisée par un institut de sondage. 42% des PME et 45% des micro-entreprises russes disent avoir enregistré un recul de leur chiffre d'affaires en 2022. À la convergence, la confluence de l'économie, de la politique et du judiciaire, on a appris aujourd'hui que M. Vladimir Mao avait démissionné de son poste de recteur de la RANEPA, c'est l'Académie présidentielle d'économie et de services publics, un très grand établissement d'enseignement supérieur, de formation permanente. Les faits, je les avais évoqués au cours de l'été dernier. Il avait été mis en examen, assigné en résidence, puis récemment, il s'était rendu en Israël une fois l'enquête judiciaire à son égard close et éteinte. Monsieur Mao, je le rappelle, c'est un économiste influent qui a joué un rôle dans la rédaction des différents programmes gouvernementaux. Il était aussi à l'origine du forum Gaïdar, qui d'ailleurs n'a pas eu lieu cette année et qui n'aura probablement plus jamais lieu. Donc là aussi, la fin d'une époque et la nomination de M. Komissarov, que l'on dit proche de Sergei Kirienko, numéro 2 de l'administration présidentielle. Donc ce mouvement est aussi l'occasion de brasser un petit peu les cartes et de redistribuer les fiefs à Moscou. J'en viens maintenant au sujet politique stricto sensu, avec le dossier du week-end, en tout cas ce dont on parle aujourd'hui à Moscou, c'est la proposition du député de Russie Unie, M. Vyatkin, d'exclure des programmes scolaires, je cite, les œuvres n'ayant pas résisté à l'épreuve du temps, et de mentionner l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn. Alors cette proposition a suscité beaucoup d'étonnement, d'émoi, mais aussi des réactions, y compris au sein du pouvoir. C'est un sujet évidemment sensible. On voit d'où ça vient, on voit pourquoi ça sort. C'est sensible aussi parce que Vladimir Poutine appréciait Solzhenitsyn. Il est d'ailleurs toujours en contact avec sa veuve. Mais on voit d'où ça vient. Il y a un contexte de politique mémorielle des autorités russes qui est souvent perçu comme attentatoire à la mémoire des répressions staliniennes. Il y a eu aussi, plus récemment à Saint-Pétersbourg, la proposition de Vladimir Poutine de réintégrer, à l'inverse, dans les programmes scolaires, certains écrivains soviétiques un peu oubliés. Donc un pavé dans la mare et une réaction qui se veut claire de la présidente de la commission à l'éducation de la Douma d'État, Mme Kozakova, qui a dit que ce n'était pas d'actualité, mais encore une fois, ce genre de propos laisse des traces. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Gilles, sur ces sujets. Merci beaucoup. Deux petites questions. Y a-t-il eu des réactions en Russie et à l'étranger aux propos de Potanine notables? À ma connaissance, parce que c'est sorti ce matin, donc c'est très récent, très frais, mais je pense qu'il y aura, si ce n'est des réactions, en tout cas, ça alimentera une réflexion, pas forcément publique, mais ces propos sont importants parce que, encore une fois, ils sont très rares dans ce sens-là. Et Enfin, cela étant, Dimitri Peskov lui-même, le porte-parole du président Poutine, a à plusieurs reprises exprimé alors, Peskov n'exprime pas véritablement d'opinion. Peskov est une sorte de baromètre. Il dit les choses sans les dire, mais en tout cas, clairement, il s'inscrivait en faux contre les velléités d'un certain nombre de parlementaires poussant à mettre au banc de la société. Alors, il y a eu plusieurs propositions dans ce sens. Effectivement, il est question de nationaliser les biens, mais également de déchoir de leur nationalité, voire d'interdire toute possibilité de retour en Russie pour ceux qui non seulement sont partis, mais en plus font à l'étranger ce qui ici est perçu comme de la propagande antipatriotique.
Donc, encore une fois, ce sont des tendances qui s'affrontent, mais pour l'instant, aussi bien donc, le représentant de l'oligarchie, Potanine, a à plusieurs reprises assumé ce rôle que le porte-parole de la présidence ne partage pas les pulsions les plus brutales que l'on sent émaner de la Douma, et puis au-delà de la Douma, de l'axe Prigogine-Kadyrov, dont on a déjà évoqué euh, la, la, la vitalité à l'heure actuelle. Merci. Et est-ce que finalement, cette volonté d'interdire Solzhenitsyn, ce n'est pas simplement la continuité de l'interdiction de Mémorial? En tout cas, ça fait écho. Ça fait écho. Mais on comprend bien qu'il y a un problème mémoriel lié en particulier à la période stalinienne, ce n'est pas nouveau, et ce genre de proposition est sans doute rendu possible par les décisions antérieures. Mais comme je le disais, Solzhenitsyn a un positionnement très particulier, à la fois très évidemment anti-stalinien et aussi patriotique, entre guillemets, nationaliste russe, ce qui le protège quelque part sans doute mieux que d'autres personnalités, écrivains ou institutions, ONG, en mémorial, évidemment. Il faut rappeler que, à ma connaissance en tout cas, l'archipel du Goulag n'est pas obligatoire, ne fait pas partie du programme obligatoire, à la différence d'une journée d'Ivan Denisovitch qui figure au programme des écoles et lycées russes. Merci de toutes ces précisions. Igor, sur le plan international, diplomatique, militaro, ce qu'on peut dire, voilà, c'est à toi. Merci Gilles, bonjour à tous. Effectivement, je vais commencer par revenir sur la réunion des donateurs qui s'est donc tenue sur la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne vendredi, puisque dès vendredi soir, Berlin faisait savoir qu'il n'y avait pas de consensus qui s'était établi lors de cette réunion sur la question des livraisons de chars à l'Ukraine. Le journal Bild même relayait les discussions très vives, très tendues et franches entre le secrétaire à la défense américain, M. Lloyd Austin, et un conseiller proche de Olaf Scholz, le chancelier allemand, au sujet de ces livraisons de tanks. Washington, manifestement, aurait fait part de son très sérieux mécontentement à l'égard du fait que le chancelier ait publiquement éconduit, j'allais dire, cette proposition américaine, proposition entre guillemets, hein, américaine de livrer des tanks Léopard à l'Ukraine. Et l'Allemagne ayant fait savoir de son côté, ayant réaffirmé de son côté sa position qui était de dire qu'elle ne livrerait des tanks Léopard 2 que si les Américains en faisaient autant avec les chars Abrams. Alors, au même moment, les services de renseignement, le BND, faisait savoir que les pertes ukrainiennes à Bakhmout se comptaient, comment dirais-je, quotidiennement, pouvaient se compter quotidiennement avec des chiffres à 3 décimales, enfin 3 chiffres par jour ces dernières semaines. Donc, ce n'est pas vraiment un hasard si c'est à ce moment-là que les services allemands publient ce chiffre. Et de son côté, eh bien, Der Spiegel expliquait que l'Allemagne pourrait laisser finalement livrer à l'Ukraine des tanks Léopard 2, mais ce seraient des exemplaires qui seraient utilisés pour des exercices, autrement dit des exemplaires d'un type spécialement utilisé pour les entraînements, et donc pas forcément le modèle le plus abouti, ou tout du moins le plus intéressant pour les Ukrainiens. Ça, c'était donc fin de semaine dernière. Et puis, le 22, hier, donc, on apprenait de la part de Madame Barbock, dans un entretien qu'elle accordait à LCI, que finalement, l'Allemagne pourrait laisser faire, qu'elle ne verrait pas de problème, ne ferait pas obstacle à la livraison par la Pologne de chars Léopard. Alors, les Polonais, de leur côté, avaient fait savoir, et je l'avais dit dans le dernier briefing, et ça a été redit entre-temps,
par le Premier ministre polonais que l'Allemagne devait prendre une position claire sur cette question, puisque dans le doute, la Pologne s'efforcerait de constituer une coalition des volontés en matière de livraison de chars et qu'elle prendrait le devant et mettrait les Allemands face au fait accompli en ayant livré une certaine quantité, on ne sait pas combien, enfin les Polonais ont dit 12 à 14 exemplaires, mais peut-être que d'autres pays pourraient aussi livrer une certaine quantité donc, de ces chars Léopard. Et de son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères a, j'allais dire, augmenter les enjeux en expliquant que si l'Allemagne ne donnait pas cette autorisation, eh bien, elle tomberait dans l'isolement international et que finalement, l'opprobre, quelque part, s'abattrait sur elle. Donc, ça, c'était la position polonaise, hein, qui est, on sait, très en pointe sur ce sujet. En tout cas, on parle bien de quelques, non, j'allais dire, tout au plus, hein, de quelques dizaines d'exemplaires de ces fameux chars Léopard dont il est question depuis quelques jours. Je rappelle que dans son interview à The Economist, que je cite régulièrement, le chef d'état-major ukrainien, M. Zaloujny, demandait 300 chars, des centaines de pièces d'artillerie, des centaines de véhicules blindés pour retourner la situation à l'avantage de l'Ukraine. Donc, factuellement, en fait, il demandait une nouvelle armée, hein, en gros. Pour retourner la situation de l'Ukraine à sa faveur. Et donc là, le débat autour de quelques dizaines de chars, évidemment, est loin du compte de ce qui est demandé par le chef d'état-major ukrainien. D'ailleurs, M. Zelensky, dans ses causeries quotidiennes, a expliqué hier que de toute manière, ces quelques dizaines de tanks ne régleront en rien le problème, hein, je cite M. Zelensky, puisque d'après lui, en face, la Russie en aligne des milliers. Voilà, fin de citation. Donc, on est quelque part sur le même portage côté ukrainien qui consiste à toujours demander plus d'armes, plus d'argent. Et là-dessus, il n'y a pas vraiment de très gros changements. Donc, au bilan, Scholz explique qu'on ne livre pas tant que les Américains ne livrent pas. Sa ministre des Affaires étrangères explique hier, sur fond de cérémonie du traité de l'Élysée, que finalement, si les Polonais livrent, c'est bon. On dirait qu'on s'achemine vers un compromis. Les Allemands vont fermer les yeux ou autoriser mollement la livraison de chars par la Pologne, voire de la part d'autres pays, à voir. Et eux-mêmes conserveront leurs propres tanks et ne devraient donc pas livrer de tanks allemands directement à l'Ukraine. Il semblerait que ce soit le compromis qui se dessine. Je passe maintenant à une deuxième actualité qui est la visite de M. Volodine, Vyacheslav Volodine, le speaker de la Douma en Iran, où il est arrivé hier. Alors, c'est assez surprenant. Je vous avais parlé en décembre de sa visite en Turquie, qui était un peu une première, en tant donc que chef que porte-parole de la Douma. Il s'est rendu en Iran à la tête d'une délégation parlementaire dans laquelle figurait notamment M. Leonid Slutsky, alors qui est chef du comité pour les affaires étrangères de la Douma, qu'on a rencontré dans la délégation qui négociait à l'époque en mars avec les Ukrainiens. Et également des députés qui appartiennent au comité de la Douma sur les transports, qui se sont donc rendus en Iran. Donc un exercice de diplomatie parlementaire qui semble être une nouvelle corde à ajouter à l'arc de M. Volodine. Il a rencontré ses homologues iraniens, de même que le président iranien lors de ce déplacement. Alors, il s'est aussi distingué de manière quasi concomitante par une déclaration plutôt un post sur Telegram, concernant les livraisons d'armement que j'évoquais à l'instant, puisque, en gros, dans son post Telegram, il explique que si jamais les Occidentaux continuent sur cette ligne de montée en gamme, j'allais dire, des livraisons d'armement à l'Ukraine, eh bien, cela pourrait conduire à des mesures de représailles de la part de la Russie, y compris par l'utilisation d'armes beaucoup plus puissantes. Il n'a pas détaillé, mais évidemment, on a tous en tête les débats qu'il y a eu alors au printemps et puis encore ensuite à l'automne au sujet de la rhétorique nucléaire, hein, qui était agitée par certains représentants de haut niveau en Russie. Et ceci a concordé, coïncidence diront certains, avec un essai dimanche d'un missile balistique intercontinental nucléaire depuis un SNLE. Alors, certains y verront une coïncidence, d'autres diront que non, mais en tout cas, c'est un petit peu un nouveau rebond, puisqu'il y avait une mise en sourdine de la rhétorique nucléaire et de la démonstration autour du nucléaire de la part de la Russie, depuis finalement fin octobre, depuis que le président Poutine, publiquement à Valdaï, avait expliqué qu'il n'était pas question de parler de nucléaire dans ce conflit, qu'il ne fallait évidemment pas en arriver là, etc. Et donc, il avait quelque part un peu mis fin au débat et autres discussions à ce sujet-là. On assistait à un retour de cette rhétorique, d'abord avec les posts Telegram de M. Medvedev, et puis maintenant M. Volodine, qui n'est pas un habitué spécialement du champ sémantique nucléaire. Volodine, ce n'est pas spécialement son rayon.
Et donc, tout ceci sur fond donc, de réunions à Ramstein que je viens d'évoquer, et donc de ces projets de montée en gamme de livraison de matériel militaire à l'Ukraine. En tout cas, ça infirme une théorie qui s'était faite jour, selon laquelle la Russie agiterait cette rhétorique nucléaire lorsqu'elle pourrait se sentir en difficulté sur le terrain, puisque les récents développements sur le champ de bataille, et je n'entrerai pas dans les détails, ne sont pas spécialement favorables à l'Ukraine depuis une dizaine ou une quinzaine de jours. Donc finalement, ça remet un peu en question ce qu'on pouvait entendre à l'orée de l'été et en août-septembre, lorsqu'il y avait une dynamique plutôt inverse en Ukraine sur le terrain. Troisième information, la tournée de M. Lavrov en Afrique, puisque le ministre des Affaires étrangères russe a débuté une tournée qui va jusque début février l'amener à visiter pas moins de 9 pays en Afrique. Alors, convient de dire que c'est la troisième tournée africaine de Sergei Lavrov en 10 mois, puisqu'au mois de mars, il s'était rendu dans 6 à peut-être 8 pays africains, je ne me souviens plus. En juillet, il avait refait une tournée africaine, là aussi, une demi-douzaine de pays. Et donc là, on a donc 9 pays avec une première visite en Afrique du Sud, où il s'est rendu aujourd'hui. Alors, il s'est distingué par l'Afrique du Sud, c'est pas vraiment un hasard. L'Afrique du Sud, évidemment, dans le conflit, il n'a pas pris position par rapport au conflit en Ukraine, ou plutôt n'a pas voulu déjà prendre position par rapport aux sanctions. L'Afrique du Sud, évidemment, n'applique pas les sanctions. Lors des différents votes à l'ONU, elle a plutôt eu un vote qui était clément à l'égard de la Russie. Et elle refuse de reprendre les éléments de langage occidentaux sur ce conflit. Donc, d'une part, d'autre part, elle rentre, je dirais, dans la lecture russe des BRICS, un monde multipolaire, et surtout, la dernière visite de M. Ramaphosa donc à Washington n'a pas amené les autorités sud-africaines à lever le pied, entre guillemets, sur les relations avec la Russie d'une part, mais sur les relations avec la Chine non plus, puisque mi-février, vous aurez des exercices navals trilatéraux, donc Russie, Afrique du Sud, Chine, qui seront organisés au large des côtes sud-africaines. Donc, deuxième exercice naval du genre, après un premier exercice en 2019. Donc, on aura la deuxième édition cette année. Et donc, l'Afrique du Sud qui persiste sur cette ligne, j'allais dire, en phase avec sa position dans les BRICS, avec les deux principaux compétiteurs géopolitiques de Washington, Moscou d'un côté, Pékin de l'autre, dans des contextes très différents et j'allais dire des parties du monde très très différentes, mais qui est quelque part en phase avec la position de Pretoria, qui consiste à dire que ce conflit en Ukraine, eh bien, c'est un conflit de l'hémisphère nord, c'est un conflit entre occidentaux, et que l'Afrique du Sud, finalement, va se tenir à l'écart de tout cela et n'a rien à voir avec tout cela. Bon, Sergei Lavrov, a quelque part, lors de ce déplacement, donc s'est déjà distingué par quelques déclarations. En gros, il porte personnellement le récit russe en Afrique du Sud. Hein. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que la Russie était dans un état de légitime défense. Hein, je cite Sergei Lavrov, que c'était de fait une guerre entre la Russie et les Occidentaux et que l'Ukraine n'était qu'un véhicule finalement et un théâtre pour l'affrontement entre la Russie et l'Occident. D'autre part, il a mentionné le fait que la Russie était prête à jouer non seulement les intercesseurs sur les conflits qu'il peut y avoir en Afrique, mais également prête à envoyer des troupes de maintien de la paix en coopération avec l'Union africaine. Et donc là, l'idée, c'est de présenter la Russie comme une force de stabilisation, une force stabilisatrice. On pourrait faire la compétition, le cas échéant, suivant les théâtres, avec d'autres contingents. Mais en tout cas, l'idée, c'est de battre en brèche. On le voit bien ici, le récit occidental qui tend à dépeindre la Russie plutôt comme une force déstabilisatrice, une force qui fait de l'ingérence, et surtout une force qui militairement serait essorée par le conflit en Ukraine, puisque là, Sergei Lavrov explique que la Russie mettrait à disposition des casques bleus russes pour les déployer sur les théâtres africains. Donc on voit que l'idée, c'est porter le récit russe, mais aussi pourquoi pas faire un contre-narratif par rapport à ce qu'on explique en Occident. Deux dernières nouvelles très très brèves. Turquie-Suède, le torchon brûle, on pourrait dire. En tout cas, à défaut, c'est plutôt le Coran qui brûle, puisque devant l'ambassade de Turquie en Suède, on a assisté à des meetings qui rassemblaient différents courants. Il y avait des militants kurdes, mais d'autres personnes. Et effectivement, des exemplaires du Coran ont été brûlés pour dénoncer la posture de la Turquie, pour dénoncer le fait qu'elle montait les enjeux dans le projet d'adhésion de la Suède à l'OTAN, puisque M. Erdogan, ces derniers jours, alors je n'en ai pas fait part parce que c'est un peu au fil de l'actualité, mais M. Erdogan expliquait que les comptes n'y étaient pas, que la Suède n'avait pas fait sa part du deal, entre guillemets, en ce qui concernait leur accord sur
la transfert et l'extradition de militants kurdes et d'autres encore aux éléments, et qu'à ce jour, la Turquie ne pourrait pas accepter l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Du côté de la Suède, on explique qu'on a fait le maximum, qu'on ne pourrait aller pas plus au bout sans se compromettre dans ses valeurs. Et évidemment, on arrive quelque part à un point d'achoppement, et donc ces manifestations en sont la matérialisation quelque part, hein, donc devant l'ambassade de Turquie en Suède. Et enfin, une dernière nouvelle, puisqu'on a appris cet après-midi que l'ambassadeur d'Estonie en Russie était expulsé, qu'il avait jusqu'au 7 février pour quitter la Russie. Du côté estonien, les représailles ne sont pas faites attendre, puisque l'ambassadeur de Russie était sommé de quitter le territoire. Lui, il a eu lui aussi jusqu'au 7 février pour quitter l'Estonie. Voilà, Gilles. Voilà, qui est particulièrement riche. Il y a une raison particulière avancée pour l'expulsion de l'ambassadeur d'Estonie. Il y en a oui, il y en a. Bon, une première, c'est que les Russes ont clairement fait savoir qu'ils souhaitaient diminuer le niveau des relations diplomatiques entre les deux pays en les ramenant au niveau des chargés d'affaires. Et puis, je dirais, c'est dans la droite continuité des relations exécrables qu'il y a entre les pays baltes et la Russie. Les pays baltes sont toujours en pointe pour proposer de nouveaux paquets de sanctions et le contenu de nouveaux paquets de sanctions, et qui sont toujours en pointe aussi pour pousser sur les projets de livraison d'armement à l'Ukraine. Donc, finalement, voilà, pourquoi est-ce que ça commence par l'Estonie? Ça, je ne suis pas en mesure de te le dire. Mais voilà, en tout cas, le fait est que ce n'est pas vraiment étonnant. La question étant de savoir s'il y aura d'autres ambassadeurs de pays qui sont sur des positions tout aussi fermes que l'Estonie. Personnellement, je ne l'exclurai pas. Oui, enfin, ça me semble un peu curieux de se couper des canaux diplomatiques de discussion en ce moment. Enfin, c'est quand même, c'est pour ça que je me demandais s'il y avait quelque chose de fort vraiment derrière ou pas. C'est assez curieux, quoi. Lavrov en Afrique, il va être précurseur de prochaines troupes Wagner là-bas. Non, je crois que c'est surtout une visite de préparation du sommet Russie-Afrique qui doit se tenir en Russie du 26 au 29 juillet. Ce sera le deuxième du genre. Le premier avait eu lieu, on s'en souvient, en octobre 2019 à Sochi. Voilà, donc Lavrov fait la tournée du continent pour sans doute sonder les intentions des uns et des autres. Je rappelle qu'à Sochi, il y avait 54 chefs d'État et de gouvernement, pratiquement tous, à 2 ou 3 exceptions près. Il ne sera pas simple cette année, dans le contexte que l'on connaît, d'avoir un tel niveau de représentation. Je pense que pour Lavrov, il est important que la différence ne soit pas très visible. La liste des pays qu'il va visiter n'a pas été, de prime abord, divulguée par le MID. On sait simplement qu'il a commencé par l'Afrique du Sud, c'est pas un mystère, mais qu'il ira aussi au Maroc. Et quant aux autres pays, et probablement à Tunisie. Mais quant aux autres pays, on ne sait pas. Ce que j'ai remarqué, c'est sur les 2 premières tournées, systématiquement, il s'est rendu en Éthiopie. C'est un gros point d'intérêt pour la Russie. Est-ce qu'il va y retourner? C'est pas impossible. L'Éthiopie, c'est probablement pour rendre hommage à Pouchkine, j'imagine. Forcément. Et le siège de l'Union africaine, tu as raison de le préciser. Concernant l'Afrique du Sud, j'imagine que c'est un pays qui a encore des liens très forts, et le veuille ou non, avec les Britanniques et les Américains. C'est assez étonnant qu'ils prennent ce risque, non, d'organiser des manœuvres communes, des choses comme ça. Des liens proches avec Washington et Londres, oui et non. La direction de l'ANC et tous les présidents sud-africains depuis 1994 sont issus de l'ANC, se souviennent du rôle pour le moins ambigu des anglo-saxons, des occidentaux pendant l'apartheid. Et à l'inverse, les Russes ne manquent jamais une occasion de rappeler quel fut leur rôle en Afrique du Sud, mais également en Palestine ou à Cuba ou ailleurs. Donc, et les Sud-Africains sont sensibles à ça, sont sensibles à ce discours. Alors, c'était très spectaculaire sous la présidence Zuma. Ramaphosa a un profil un peu plus pragmatique. Il a cherché à arrondir les angles, ça a été dit par Igor, à Washington en décembre, je crois, ou en novembre. Mais sur le fond, la diplomatie sud-africaine est une diplomatie typique d'un pays du Sud, un grand pays du Sud. Donc, encore une fois, l'Afrique du Sud ne bascule pas, n'est pas un État client, un État allié de la Russie, il n'a jamais été de son histoire.
mais les éléments de langage, le narratif et puis les signaux envoyés sont plutôt favorables à la Russie. La Russie qui avait pu être déçue il y a quelques années de la non-signature, de la non-finalisation du méga contrat nucléaire par Rosatom, c'est ce qui aurait pu qui aurait pu conférer une nouvelle dimension à la relation bilatérale entre Moscou et Pretoria. Ceci dit, une fois cette déception surmontée, on voit que la relation reste assez vivace. Et pour le Maroc, c'est pas un petit peu étrange aussi, parce qu'il me semble que le Maroc vient de décider de livrer des tanks à l'Ukraine, précisément. Ouais, alors je vais répondre à cette question sur les tanks, mais avant ça, juste pour compléter, sur les exercices navals, évidemment que politiquement, c'est toujours de l'affichage à très haut niveau, c'est de la coopération navale, c'est effectivement dans le contexte que l'on connaît, on peut considérer que c'est risqué, mais une fois de plus, du point de vue de l'Afrique du Sud, c'est montrer déjà le fait que c'est un État souverain, à qui on ne dicte pas ses positions, et une fois de plus, c'est une expression du fait que pour eux, le conflit en Ukraine, c'est d'abord un conflit de l'hémisphère nord entre occidentaux et que c'est loin de leur et qu'ils ont un autre agenda, une autre priorité vers l'océan Indien, vers le sud, et que dans cette perspective-là, ils voient manifestement à la fois les Russes et les Chinois comme des partenaires avec qui il faut persister. C'est des exercices assez jeunes, hein, comme je l'ai dit, la première édition, c'était en 2019, hein, ça s'appelle les exercices MOSI, MOSI. Au large des côtes sud-africaines. Les Russes vont envoyer 2 bateaux, les Chinois probablement plus. Et ça témoigne aussi, à contrario, pour la Russie, d'un intérêt revitalisé pour l'Afrique australe et tout ce qui se passe dans cette région-là. Donc, en réalité, il y a des convergences entre tous ces pays-là. Et les Chinois, sans même parler des Chinois, ce qui se fait en Tanzanie et autres, là, on est encore sur une autre grandeur, j'allais dire. Les projets, d'ailleurs, oui, très bien de me le rappeler, il y a probablement la réactivation des liaisons aériennes directes entre la Russie et l'Afrique du Sud, manifestement par la compagnie Nordwind, si je me trompe pas. Au départ, ça devait être Aeroflot, ça n'a pas fonctionné, mais ça pourrait être Nordwind à raison de 4 vols par semaine. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent. Non, alors sur les tanks, effectivement, il y a une information qui est sortie sur un site plutôt bien informé algérien, comme quoi le Maroc aurait livré en douce des tanks T-72. Bon, ça sort d'ailleurs au moment où Lavrov attaque sa tournée africaine, c'est pas un hasard. On apprend qu'il va se rendre au Maroc, là non plus, c'est pas un hasard. Et alors, je crois qu'il y a une visite qui se prépare de responsables algériens en France prochainement. Bon, donc il y a un contexte qui est assez propice. Moi, ce que je crois comprendre, on retourne un petit. Alors, c'est un site qui en général est quand même relativement fiable, hein, il est bien informé, comme je l'ai dit. Bon, c'est que effectivement le Maroc, qui dispose de T-72, les avait envoyés en mise à niveau et en modernisation en République tchèque, visiblement. Et que c'est à ce moment-là que les Tchèques auraient pris certaines libertés avec ces tanks, ou ce serait permis potentiellement d'en envoyer en Ukraine. Bon, évidemment, moi, c'est une version que j'ai lue, qui me paraît un peu plus complète que simplement dire le Maroc a envoyé des tanks. Est-ce que c'est comme pour les Polonais avec les Allemands, c'est-à-dire on ferme les yeux, envoyer, on n'a rien vu, etc. Je sais pas, ça me paraît un peu gros. Enfin, tout ça quand même demande à être pris avec des pincettes. C'est pas la première fois que le Maroc est mis entre guillemets dans la boucle. À l'époque, on avait parlé des Césars marocains, si je dis pas de dannerie. Pour l'Ukraine, ça s'est pas fait. Maintenant, ça a été 72. Bon, on comprend qu'est-ce qu'il y a en gros derrière l'idée, c'est de dire que le Maroc pourrait être le premier pays africain à envoyer du matériel militaire à l'Ukraine. Voilà, c'est ça l'idée qui est derrière. On essaye de faire ça. Bon. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien, évidemment, c'est des informations dont on ne dispose pas. Oui, ce sera quand même une affaire à suivre, même si le nombre de tanks envoyés par le Maroc ne va certainement pas changer la situation sur le terrain. Alors là, nos auditeurs sont très sur la politique étrangère aujourd'hui. Comment est-ce que tu vois l'issue de ce conflit turco-suédois sur l'entrée de l'OTAN et choses comme ça, quelles sont les billes de chacun, comment ça peut évoluer? J'avais expliqué quand cette histoire d'adhésion de la Finlande et de la Suède était sortie que ça allait marchander, quand on a les Turcs en face, évidemment, ça marchande très, très, très sec. Donc, je pense qu'in fine, à mon avis, les Suédois finiront par rentrer dans l'Alliance. Ça me paraît quand même peu probable et peu plausible qu'ils restent sur le seuil de manière indéfinie dans l'antichambre de l'OTAN. Je pense qu'ils
finiront par rentrer. Beaucoup va dépendre de la politique intérieure turque. Il y a les élections présidentielles qui ont été avancées. Et finalement, elles auront lieu le 14 mai, non plus en juin. Un bon mois et demi plus tôt que prévu. Les enjeux pour M. Erdogan sont évidemment très, très élevés. Probablement son dernier mandat qui est en jeu. Et il va, à mon avis, agiter comment dirais-je, ce fanion, cet étendard du défenseur des intérêts sécuritaires de la Turquie, etc., le plus tard possible pour essayer de faire monter sa popularité. Mais je pense que il ne faut rien attendre avant l'élection présidentielle turque au minimum. Et ensuite, il y aura un sommet de l'OTAN. Généralement, c'est en juin. Donc rendez-vous en juin. Il y aura peut-être des surprises à ce moment-là. Mais il va essayer d'extraire le plus possible de concessions et de choses de la part des Suédois qui ont bien compris, les Suédois. Hein. Je veux dire, comme je l'ai dit, hein, ils ont expliqué qu'ils avaient été au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Plus loin, ce serait se compromettre par rapport à ses convictions, ses intérêts, etc. Et donc, à ce stade, les choses sont bloquées. Alors, un auditeur qui vous connaît bien nous demande un petit rappel des grandes dates des relations historiques entre la Suède et la Turquie. Arnaud Igor. Vous êtes déjà illustré fréquemment sur des rappels historiques. Ça nous ramène à 3-4 siècles en arrière, quoi, on va dire. Une question plus sérieuse, quoique la première était sérieuse également. Bonjour, y a-t-il encore du gaz qui transite par l'Ukraine ? Oui, il y a du gaz qui transite par l'Ukraine, un filet. Alors, je n'ai pas les volumes précis en tête, donc je ne vais pas dire de bêtises. C'est assez limité, mais c'est ininterrompu. Et c'est le seul canal avec le Turkish Stream, et évidemment le GNL, mais le GNL, ce n'est pas du tube. Mais oui, il y a toujours des volumes de gaz russe qui transitent par l'Ukraine. Eh bien voilà, je crois qu'on a à peu près plus de questions. Pavel, veux-tu dire un mot pour la fin ? Vous souhaitez à tous et à toutes une excellente année du lapin. Voilà, puisque, en tout cas, comme vous l'avez constaté, nos horizons nous éloignent de plus en plus de l'Europe et nous rapprochent de calendriers plus ésotériques, le calendrier indien, les calendriers africains. Le lapin sur ce fond-là est un animal domesticable et comestible dont nous espérons à tout le moins qu'il ne nous traite pas comme une carotte. Il ne nous rate point. Voilà, pour le reste, les briefings à 17h30, heure de Moscou, lundi et jeudi. Pour ceux d'entre vous qui êtes à Moscou, les vœux de la Chambre mercredi à partir de 17h. Et puis, les fils Telegram et vos questions sur la boîte mail. Nous sommes heureux que vous soyez aussi nombreux avec nous. Nous venons de regarder attentivement les chiffres aussi bien du nombre de spectateurs en direct que pour ceux d'entre vous qui nous regardent en replay, à un moment plus propice pour eux. Et écoutez, nous sommes là, nous tenons bon, et vous avec nous, et nous tenons à vos côtés en cette période qui reste lourde d'interrogations. Merci Pavel, en espérant que tes réflexions sur les lapins ne feront pas que nos téléspectateurs nous tombent sur le rable, mais ça vous permet de vous souhaiter une excellente soirée et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode, le 113e de nos briefings. La Chambre de commerce et d'industrie France est toujours à vos côtés. Tenez bon.